Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité renouvelée à Eden TV. Voici les titres de cette édition. L'Union nationale des magistrats du Bénin, UNAMAB, est en grève. Vous suivrez dans ce journal les raisons de cette cessation de travail. Un colloque sur la santé mentale se tient au Bénin depuis ce mardi matin au Palais des Congrès de Cotonou. Pourquoi organiser un premier congrès africain sur la santé mentale? Réponse dans ce journal. Hors du Bénin, nous irons à Madagascar pour parler des prouesses technologiques pour contrôler les catastrophes naturelles grâce à l'UNICEF qui a équipé les autorités malgaches de 3 drones. Voilà pour le sommaire de cette édition. Madame, Messieurs. Bienvenue à toutes et à tous. Le procureur de la République, Badirou Lawani, a donné un point de presse dans l'après-midi de ce mardi. Objectif visé, informer l'opinion publique de 2 dossiers. Le premier concerne le trafic de stupéfiants dans la sous-région ouest-africaine en général et au Bénin en particulier. Et le deuxième dossier concerne l'affaire Ségub qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive ces derniers jours. On écoute le procureur de la République au micro de Horacia Djodji et Damien Pedro. Il y a à peine 3 semaines, une affaire de découverte de 18 kilos de cocaïne dans un conteneur au port de Cotonou a défrayé la chronique. Des supputations sont allées dans tous les sens. Mais la constance est que le trafic favorise le blanchiment de capitaux et par suite entretient des réseaux criminels et terroristes. Hier encore, 21 novembre 2016, il a été découvert dans la journée dans un conteneur de sucre en provenance du Brésil, un sac contenant 48 plaquettes de produits d'un poids total de 54 kg. Les premiers tests réalisés indiquent qu'il s'agit de la cocaïne. Les analyses sont en cours pour confirmer la nature réelle de ce produit au niveau du laboratoire national des stupéfiants et de toxicologie. Une enquête est en cours, menée par l'OCERTID et la gendarmerie maritime pour interpeller les auteurs de ce trafic et les présenter à la justice dans les plus brefs délais. Après le dépôt du rapport d'expertise qui a constaté que des irrégularités et des malversations ont été commises par certains acteurs intervenant dans la filière des véhicules d'occasion, le parquet a chargé la sous-direction des affaires économiques et financières, SDAF, de mener une enquête. À l'issue des investigations, une trentaine de personnes mises en cause ont été déférées au parquet le 16 novembre 2016. Une information a été ouverte contre ces personnes devant le juge du 5e cabinet d'instruction qui, après les avoir inculpés, les a renvoyés devant le juge des libertés et de la détention. À l'issue des débats devant cette juridiction, 6 inculpés sont placés sous mandat de dépôt, 24 autres sous contrôle judiciaire dont certains après avoir soit librement payé la moitié du montant mis à leur charge, soit affecté un bien immobilier en garantie conformément aux tests en vigueur. L'information suivant son cours, l'opinion sera située sur la responsabilité incombant aux différents inculpés. Je vous l'annonçais en titre, la menace de grève de l'UNAMAB, Union nationale des magistrats du Bénin, est mise en exécution. Elle a débuté aujourd'hui et va durer 112 heures. On précise que seules les audiences n'ont pas lieu, mais la délivrance des actes judiciaires se déroule dans les tribunaux, notamment à Cotonou, comme ont pu le constater une équipe de notre rédaction. La grève de l'UNAMAB intervient après un ultimatum de 30 jours accordé au gouvernement pour régler un désaccord entre les magistrats et le garde des Sceaux au sujet surtout d'une dotation du personnel judiciaire en carburant payable en ticket valeur. Peut-on lire dans la motion de grève de l'UNAMAB? Suivez plutôt. Effectivement, l'UNAMAB a déclenché une grève de 112 heures, c'est effectif. Vous avez constaté avec moi que les salles d'audience sont fermées, donc pas d'audience pour les justiciables. Par contre, vous savez, la justice est composée de plusieurs corps. Donc, il y a plusieurs syndicats
il y a certains syndicats qui ne sont pas en grève et que les activités continuent toujours, parce que la délivrance de certains actes judiciaires, le casier judiciaire, certificat de nationalité, procuration, registre du commerce, etc. L'UNAMAB réclame le dégel des fonds de grève, le paiement des ristournes de 2014 à 2016 et de 2004 à 2011. Ensuite, la dotation en carburant. Et je pense que ces revendications nous intéressent aussi tous les autres syndicats parce que on bénéficie aussi de la dotation en carburant et les fonds de grève. Les fonds de grève qui sont quand même indispensables pour le fonctionnement du tribunal. Propos recueillis par une équipe de notre rédaction qui a fait le constat de la grève ce matin, Horacia Djodi et Denis Maroya. À l'Assemblée nationale, vous le savez, la session budgétaire continue. Ce lundi a connu le passage de la ministre de l'Enseignement supérieur devant la commission budgétaire du Parlement. Elle a présenté des prévisions de son département estimées à 14 milliards de francs CFA, un budget qui se justifie par l'augmentation bien sûr des investissements à faire dans les universités du Bénin. Plus de précisions dans ce sujet d'Antoinette Sago, Amen Didier Oumpenouji et Romaric Devouchi. « 50,6%, la ministre Marie-Odile Atanasso a présenté aux députés les raisons de ce choix que sont la construction d'infrastructures dans les universités, l'accompagnement pour un enseignement supérieur de qualité. La question de la nouvelle carte universitaire n'a pas été occultée. La ministre Marie-Odile Atanasso apporte ici son éclairage. Le budget de mon ministère est passé de 49 milliards 273 757 000 à 74 milliards 214 621 000 francs CFA, soit une augmentation de 50,6%. Et cette augmentation de 50,6% est due à l'augmentation des investissements qui seront faits au niveau de toutes les universités et par rapport à la création de la Cité internationale de l'innovation et du savoir, qui est une cité à l'image de ce qui se passe aux États-Unis, de Silicon Valley, qui allie la formation d'élite, la recherche et le développement et l'incubation, donc la formation des jeunes à l'entrepreneuriat. Ils ont apprécié les réformes qui sont en cours, les réformes par rapport au niveau des établissements privés d'enseignement supérieur, les réformes par rapport aux inscriptions des enfants après le bac et toutes les réformes qui seront mises en œuvre bientôt dans les établissements publics d'enseignement supérieur également. Le budget 2017 présenté par le cabinet civil de la présidence est en régression par rapport à celui de 2016. Il y a plusieurs réformes voulues par le chef de l'État qui justifient les 11 milliards 800 millions de budget. Le budget que le cabinet civil est venu présenter comporte des dépenses qui sont évaluées à environ 11 milliards 8 de francs CFA contre un peu plus de 15 milliards au titre de l'année 2016. Il en est ainsi parce qu'il a été décidé par le chef de l'État au niveau donc de l'administration dont il est le premier responsable de procéder à une réduction sensible du train de vie de l'État et de retirer de la présidence un certain nombre de structures qui y étaient rattachées et qui peuvent s'avérer plus compétentes et plus utiles à la nation, rattachées à d'autres ministères. Ils ont posé également beaucoup de questions concernant les moyens affectés au fonctionnement de divers organismes rattachés, dont le rôle et l'utilité leur ont paru tels qu'il fallait qu'on puisse les doter de moyens subséquents et ont exprimé quelques inquiétudes et quelques craintes quant à la modicité des ressources affectées à ces organismes rattachés. Et nous leur avons promis de faire en sorte que, avant le vote du budget ou à l'occasion du prochain
collectif budgétaire, on puisse obtenir un peu plus de moyens pour ces organismes rattachés. La session budgétaire se poursuit et les parlementaires attendent d'entendre d'autres personnes concernées par le budget 2017 du Bénin. Un premier congrès africain sur la santé mentale regroupe au Palais des Congrès de Cotonou les spécialistes de la question. Ils proviennent de l'Afrique et de l'Europe. Leurs travaux porteront durant 3 jours sur les thématiques en rapport avec ce grand thème, sexualité, culture et maladie. Frégis Serlan, Denis Marouya. Sexualité, culture, maladie, tel est le thème de ce premier congrès africain sur la santé mentale qui a débuté ce 22 novembre 2016 au Palais des Congrès de Cotonou. Initié par l'Association béninoise de psychiatrie et le département de santé mentale de la Faculté des sciences de la santé du Bénin, il a réuni plusieurs chercheurs venus de différents horizons, notamment d'Afrique et d'Europe. Ce congrès a entre autres objectifs de mettre davantage en exergue la place importante de la santé mentale dans la politique sanitaire des pays participants. Ce qu'il est convenu d'appeler la rencontre de Cotonou permettra d'avoir plus de lumière sur cette thématique de la sexualité et de la culture de la maladie. Pour ce faire, le partage des connaissances et des expériences aideront à clarifier et à harmoniser les stratégies de soins adéquats dans les domaines de la sexualité, de la culture et de la maladie. Les objectifs que nous poursuivons sont alors d'informer les professionnels sur les intrications entre ces 3 termes et de favoriser une confrontation des compétences et des expériences sur la question. Pierre Mpélé, représentant résident de l'Organisation mondiale de la santé au Bénin, reconnaissant la pertinence du thème de ce congrès, a réaffirmé la disponibilité de son organisation à soutenir le Bénin en matière de santé. Nous ne sommes ce que nous sommes vraiment que si notre santé mentale est bonne et si notre culture et notre sexualité sont en harmonie avec notre soi, ou mieux avec notre être. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, est votre partenaire. Nous ne ménageons aucun effort pour être tous les jours, de jour comme de nuit, avec vous, dans le seul but de faire que les Béninois soient en bonne santé. Présent à cette cérémonie d'ouverture, le ministre de la Santé du Bénin, Alassane Seydou, a promis mener des actions concrètes allant dans ce sens. Je mettrai tout en œuvre pour l'amélioration de la qualité des soins prodigués aux malades mentaux et la pérennisation des acquis des grands professeurs et universitaires de psychiatrie de mon pays. Je pense au professeur émérite et doyen d'âge René Galbert Haï, au professeur Thérèse Agossou et aux autres qui se chinent tous les jours afin de redonner espoir à nos compatriotes qui souffrent de la maladie mentale. Le congrès de la santé mentale de Cotonou prendra fin ce 24 novembre 2016. D'une conférence à un débat, d'un colloque à un débat plutôt, retour sur la conférence débat des juges des mineurs qui a lieu ce lundi. L'association béninoise des juges des mineurs a organisé ce 21 novembre une conférence débat et d'information juridique sur les droits de l'enfant. Cet événement entre dans le cadre de la célébration du 27e anniversaire de la Convention internationale relative aux droits des enfants. Horacia Djodi, Damien Pedro. 27 ans déjà que la Convention internationale relative aux droits de l'enfant existe, un instrument juridique fondamental en matière de justice juvénile, une occasion pour les juges des mineurs béninois de se retrouver pour évaluer les efforts fournis et relever les problèmes rencontrés en la matière, d'où l'importance des 2 thèmes de communication présentés à cette occasion, la valeur juridique de la parole de l'enfant, présentée par le professeur Éric Moncho Agbassa, l'assistance et la défense du mineur,
mineurs présenté par Maître Alessandrine Saïzonou Bédié, présidente de l'Association des femmes avocates du Bénin. Ce droit à la parole qui a été consacré par la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, dans la pratique, comment ça se manifeste? Est-ce que cette parole qui a été accordée a une valeur qui peut permettre à un enfant de saisir les juridictions pour évoquer les préoccupations? Et vous n'êtes pas sans voir que même pour l'adulte, saisir une juridiction, se retrouver devant un juge, est une expérience assez traumatisante. Donc il est de plus pour un enfant. Les tests sont prévus que chaque fois que l'enfant se retrouve face à la justice, qu'il soit accompagné d'un avocat. Mais dans la pratique, ce droit à l'assistance à un avocat, comment ça se gère? Quels sont les problèmes que cela soulève? Ce sont les raisons pour lesquelles ces deux termes ont été choisis pour célébrer l'anniversaire de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant. Le représentant du ministre de la Justice a salué le choix de l'Association béninoise des juges des mineurs de marquer l'anniversaire de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant par l'organisation de cette conférence débat. Le garde des Sceaux exprime une réelle satisfaction face à l'initiative des juges des mineurs de se regrouper en association et d'y convier toutes les ressources utiles pour faire évoluer les réflexions et pourquoi pas les réformes sur la justice juvénile au Bénin. Les thèmes retenus pour la conférence débat, d'abord la valeur juridique de la parole de l'enfant et puis l'assistance de la défense du mineur soulèvent des préoccupations aussi bien pratiques que d'actualité et le département ministériel du garde des Sceaux que je représente ici engage à prendre en compte les éventuelles recommandations. D'ailleurs, elles sont certaines qui découleront de vos travaux. Le Bénin a ratifié la Convention relative aux droits de l'enfant le 4 août 1990. L'Association béninoise des juges des mineurs entend mener plusieurs autres actions pour promouvoir la jouissance et la protection des droits de l'enfant. Un nouveau patronat pour les chefs d'établissements privés du supérieur, il annonce PEPES. Sa naissance est intervenue au lendemain de crises qui ont secoué le secteur, marqué, vous le savez, par la publication d'une liste d'établissements remplissant les critères d'exercice de leur activité au Bénin. PEPES, oui, mais pour quelle opportunité et quelle relation entre ce patronat et les autorités de l'enseignement supérieur? Question de Fréjus Serrouna et Romaric Devauchy au président du nouveau patronat des chefs d'établissements privés du supérieur. Ce patronat des établissements privés d'enseignement supérieur s'ajoute désormais aux différents patronats béninois existants. Sa naissance n'est pas anodine, puisqu'elle intervient au lendemain de plusieurs crises ayant secoué le secteur de l'enseignement supérieur privé. Dans un passé récent, il a été institué une co-signature des diplômes qui sont délivrés dans le secteur privé pour un montant qui nous a été imposé de 25 000 francs par signature. Et ceci sans que nous ayons été consultés, sans que nous ayons été informés. Et donc, nous devons être plus responsables. Un beau matin, on était là quand, à la veille de la rentrée, on sort une liste sur laquelle certains figurent et sur laquelle d'autres ne figurent pas, et dont on a dit que cela respectait un minimum de conditions. Et ce minimum de conditions, jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas qu'est-ce que ça représente. Donc il y a parfois de ces décisions qui sont prises par l'administration et dont on ne sait pas comment ça a été fait. Et c'est pour ça que nous devons nous organiser en un groupe de discussion et de négociation, de dialogue franc et constructif avec l'autorité de tutelle. Les organisations patronales existantes à l'époque et jusque-là ont adopté une posture de résignation et même de servitude volontaire aux autorités, et ceci au détriment des jeunes étudiants, parce que c'est eux qui payent.
Pour les fondateurs du PPS, ce patronat vise la défense des intérêts des étudiants des établissements privés d'enseignement supérieur et aussi l'amélioration des relations entre les autorités de tutelle et ces établissements. Et la relation entre ce patronat et l'administration à travers la DGES et le DPS, eh bien, c'est une relation de partenariat. Ça devrait être une relation de partenariat. Nous souhaitons que ce soit une relation de partenaire à partenaire. Le ministère est dans le rôle de l'État, qui est celui d'accompagner les promoteurs d'établissements privés d'enseignement supérieur. Ils doivent aider ces promoteurs à grandir, à se développer, à faire beaucoup plus de progrès dans leurs activités. Et c'est à cela que nous devons travailler. Preuve que de nombreux défis attendent le PPS. Éducation encore, mais cette fois-ci à Grand Popo, où des écoles souffrent d'une pénurie d'enseignants. Et ce problème n'est pas seulement engendré par le manque d'enseignants, mais aussi par les subterfuges développés par certains formateurs pour ne pas avoir leur poste dans cette région, au motif que ces écoles ne sont faciles d'accès. Sur place, Jonas Bouchi. La pénurie d'enseignants dans les salles de classe est une préoccupation commune à toutes les écoles au Bénin. Mais dans la commune de Grand Popo, la situation est plus accentuée par le refus de certains enseignants d'exercer dans la localité à cause des difficultés d'accès aux écoles et des pénibles conditions de vie dans ces milieux. Si on affecte des enseignants dans cet établissement, ils disent qu'il y a la traversée qu'ils ne peuvent pas traverser pour venir dans cette école. Et de deux, le village est très reculé. Ils écrivent, ils vont voir le chef hiérarchique là, et puis c'est fini. On ne les voit plus. Effectivement, la commune de Grand Popo est une ville balnéaire. Donc nous avons assez de villages lacustres. Plusieurs écoles sont sur des sites inaccessibles. Quand je prends par exemple l'arrondissement d'Avlo, il y a assez d'écoles qui sont sur l'eau. Et quand on affecte les enseignants dans ces milieux, ils se réfugient derrière l'idée selon laquelle ces écoles sont inaccessibles pour ne pas prendre service. Soit ils vont pour juste prendre service et ils retournent, ils n'y vont plus. Les difficultés d'accès aux écoles de Grand Popo ne datent pas d'aujourd'hui, selon le chef du village de Réveil. Cependant, le motif est beaucoup plus brandi par les enseignants de nos jours pour priver les enfants de la localité du droit à l'instruction. Et quand des enseignants originaires de Grand Popo évoquent cet argument, cela désole davantage le deuxième adjoint au maire de la commune. Vous êtes affecté quelque part. On se dit que ce quelque part là est déshérité, je ne peux pas rester là. Pendant ce temps, nous-mêmes, nous venons d'où? Je connais des enseignants qui viennent des zones très... on ne peut même pas en parler. Ils disent non. Et c'est nos propres frères. Il y a des enseignants qui ont pris par ici depuis 1958 jusqu'à ce jour. Maintenant, les enseignants d'aujourd'hui disent que nous sommes dans une situation difficile et qu'ils ne peuvent pas quand même rester avec nos élèves à l'école. Tout en partageant la pertinence des difficiles conditions de vie et de travail des enseignants, le chef de la circonscription scolaire de Grand Popo propose quelques pistes de solutions à la situation. La solution immédiate, c'est que quand on prend la zone de Djanglamé, de Sazoué, de Into et autres, jusqu'à Tokpa Mononto, il faut qu'il y ait de cette ruralité, qu'il y ait de pistes. Moi-même, je suis allé jusqu'à Tokpa Mononto, j'ai constaté qu'il n'y a pas de piste. Donc, si la commune peut nous aider à tracer les voies, à charger les voies, ce serait déjà une solution. Maintenant, qu'on arrive à construire des logements pour les enseignants qui sont dans ces milieux. Donc, on crée des conditions qui puissent permettre aux enseignants de travailler dans ces milieux-là.
Si on ne fait pas ça, on ne peut pas les fidéliser. Donc, il va falloir que les autorités communales nous assistent, nous appuient pour que ces zones inondées, ces zones inaccessibles puissent être viabilisées. Au vu de l'immensité des tâches à abattre pour sortir les écoles de Grand Popo de cette léthargie, le deuxième adjoint au maire de Grand Popo fustige l'indifférence des autorités au plan national. Ces derniers mois, nous avons assisté à une série d'inondations dans la commune de Grand Popo. Nous avons crié haut et fort pour demander secours. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, personne n'a répondu à notre appel. Les problèmes de l'école béninoise sont certes multiples et multiformes, mais puisque la commune de Grand Popo panache bon nombre de ces difficultés, elle mérite une attention particulière des autorités pour le bonheur des âmes innocentes qui vivent dans cette localité. Avant de clôturer cette édition, parlons des prouesses technologiques pour contrôler les catastrophes naturelles. Nous sommes à Madagascar où l'UNICEF a équipé les autorités malgaches de 3 drones pour surveiller les catastrophes naturelles, notamment les inondations et les glissements de terrain. Une manière d'éviter d'avoir à dépenser de l'argent pour louer un hélicoptère pour faire ce travail de surveillance. Je vous propose de suivre ces explications pour mieux vous convaincre de l'utilité de ces drones. Ça pourrait être utile en cas de surveillance de cyclones, d'inondations, de ruptures de barrages, ou bien de, je sais pas, de coupures de route, des attaques, pourquoi pas de criquets et tout ça. Ça pourrait nous être très utile pour anticiper les actions à entreprendre sans qu'on ait l'obligation d'envoyer des hommes sur le terrain ou bien sur les avantages. En fait, c'est la rapidité d'abord. Le coût aussi qui est amoindri et surtout donc la finesse des images qu'on reçoit parce que là on a des matériels quand même de pointe qui sont à notre disposition et ça nous permet quand même en un temps record d'accéder sur les sites et de pouvoir apporter les réponses immédiatement. Oui, la première mission en fait est partie en janvier sur une recherche de personnes disparues, donc un enfant qui avait été emporté par les eaux. Et suite à cela, une recherche a été menée qui malheureusement a eu une fin tragique puisque deux personnes sont mortes en essayant de retrouver l'enfant. Suite à ça, donc la communauté urbaine d'Antananarivo a demandé le soutien, l'appui du BNGRC puisqu'ils savaient qu'on avait des drones. Et donc le chef de corps des sapeurs-pompiers a travaillé avec l'équipe drone pour essayer de rechercher cet enfant. C'est ici que se referme cette édition réalisée par Moïse Patinvo. Chimène Claudia Dossou était à la prise de son. Damien Pedro derrière les caméras dans ce studio. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Nos informations sont aussi à suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter et sur notre site internet benin-eden.tv. Ne ratez surtout pas le rendez-vous de demain, 7h, Maté d'Eden. Avec bien sûr, Tranquillin Akkad Benoutin. Bonsoir.